Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Bonsoir à tous, les vraies voix du rugby, c'est l'émission du lundi qui traite de toute l'actu rugby. Au sommaire, retour sur la 12e journée du top 14, un nouveau leader bien sûr et des questions auxquelles nous répondrons avec Philippe Spanghero et Yohan Huget. 2025, le 15 de France partira en tournée en Nouvelle-Zélande, l'occasion de revenir sur l'essai du bout du monde, l'essai d'un autre monde, comme l'a écrit Pierre-Michel Bonneau, ancien journaliste de l'équipe, qui sera avec nous à partir de 20h30, tout comme Olivier Roumat. Voilà, vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Philippe Spanghero, bonsoir Yohan Huget. Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir François, bonsoir à tous. Les news du jour, parce que voilà, il y a eu un remaniement ministériel, enfin gouvernemental, voilà, la nomination du nouveau gouvernement, même ça va plus loin. Et donc il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Bah oui, il s'est passé plein de choses, mais aussi sur la planète rugby, François. Alors on va revenir un petit peu sur les actualités du week-end avec Grenoble qui s'est imposé à Nice 49-18 vendredi soir à l'occasion de la 15e journée de Pro D2. Grenoble est donc champion d'automne. Nice est pour le moment dernier de Pro D2. En top 14, grâce à son succès face au Castres Olympique à l'extérieur et au nul de Toulouse sur la pelouse du Loup, l'UBB a pris le fauteuil de leader du top 14. C'est Vannes le promu qui est au fond du classement avec 14 petits points seulement. Dans le reste de l'actualité, plusieurs médias ont annoncé la signature de Laurent Travers du côté de Bayonne et le départ de Stuart Lancaster du Racing 92. Et d'après nos informations, ce n'est pas encore signé pour Laurent Travers avec l'Aviron bayonnais. Et Stuart Lancaster est pour l'heure toujours l'entraîneur du Racing 92. Enfin, Camille Lopez va prolonger le plaisir. Âgé de 35 ans, le numéro 10 de Bayonne ne partira pas à la retraite à la fin de la saison comme il l'avait pourtant laissé entendre. Le club a annoncé aujourd'hui que Camille Lopez prolongeait son contrat d'au moins une saison encore. Voilà, réaction peut-être, puis on rappelle quand même la nomination de la ministre des Sports, qui n'est autre que la femme de notre confrère, voilà, spécialiste de rugby Cédric Baudou, Marie Barsac, qui était anciennement directrice de l'héritage du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Voilà, enfin de la compétence à ce ministère des Sports, et on espère bien sûr plein de bonheur pour notre nouvelle ministre des Sports, qui avait notamment siégé juriste de formation à certaines commissions de discipline dans les années 2000. Auprès de l'IRB et du tournoi des 6 nations. Réaction peut-être sur une des informations, peut-être la prolongation de Camille Lopez, Yohan. Ouais, mais il nous avait fait sous-entendre qu'il était fatigué, qu'il voulait pas peut-être prolonger. Et quand on l'avait eu au micro de Sud Radio la dernière fois, preuve que l'appétit vient en mangeant. Et voilà, pour le plus grand bonheur des amateurs de rugby, on a la chance de le voir encore jouer un an de plus, minimum. Et est-ce que la présence de second joue pas justement, peut-être parce qu'il a moins de responsabilités, peut-être plus de temps de repos, peut-être que ça aide aussi à faire un an de plus, Yohan? Bien sûr, le fait d'avoir pu souffler, l'année dernière, il avait été beaucoup utilisé, avec notamment aussi la présence de Bayonne en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, il peut souffler, que ce soit en Challenge Cup ou sur certains matchs de Bayonne. Il démarre pas tous les matchs également. Donc sa qualité de récupération aidant, donc du coup ça lui permet de prolonger un an de plus, je pense. Philippe Spanghero, est-ce qu'il y a une information par laquelle tu veux commencer? Oui, mais je vais revenir sur l'actualité du Racing. Donc voilà, Laurent Travers est partant, mais a priori c'est pas encore signé. Donc ça a créé quand même pas mal de remous dans ce club du Racing, avec toutes les autres actualités qu'on a vu en à peine une semaine, la suspension des 2 talonneurs. Peut-être un licenciement de Kamika. Peut-être un licenciement d'ailleurs, l'information de Stuart Lancaster qui était partant. Donc ça s'est vraiment emballé médiatiquement la semaine dernière. Et tous les jours, il y avait une nouvelle actualité qui montrait la fragilité au sein de cette équipe et de ce vestiaire. Bon là, on sent déjà qu'il y a un peu d'apaisement. Stuart Lancaster est a priori bien là, pas partant. Même s'il y a eu une défaite la semaine dernière, il y a quand même du caractère qui a été montré par cette équipe du Racing. Donc à voir dans les prochains matchs là, qui vont être quand même très importants et assez cruciaux dans la bascule sur une deuxième partie de saison peut-être un peu plus sereine.
Ouais, mais est-ce que ça veut dire que si jamais là les résultats quand même qui sont pas terribles, défaite à Montpellier, on le rappelle 21-17 ce week-end, il y aura ensuite la réception du Loup donc dimanche à 16h. Est-ce que ça veut dire que si ça continuait comme ça, voilà, on pourrait avoir peut-être Travers qui remet le survêt, Philippe? Honnêtement, j'en sais rien. En tous les cas, Laurent Travers a toujours eu envie de rester proche du terrain parce que il avait quand même un pont d'or proposé par Jackie Lorenzetti à ce poste de direction, et il avait en plus de très bonnes relations avec son président. Donc, s'il décide de quitter ce Racing qu'il a honnêtement aimé, je pense sincèrement, et pour lequel il a mis beaucoup d'énergie, c'est simplement parce que le terrain lui manque. Alors, si toutefois il fallait, je pense qu'il remettrait le survêt sans trop de problèmes ni de contraintes. Mais c'est vrai que le sujet, c'est à chaque fois de savoir quand arrive le bon moment de créer l'électrochoc, parce que les saisons passent vite, donc on sent quand même que cette équipe du Racing, elle est complètement sur courant alternatif encore, et donc il y a tout un tas de questions même autour du sportif. Il y a la question du stade, la question de la façon dont ce club se projette à l'avenir. Donc il y a quand même un chantier qui est assez important pour Jackie Lorenzetti à mener dans les semaines qui arrivent. Le regard de Johan sur cette situation, parce que ça ne doit pas être facile non plus pour Stuart Lancaster, là, avec tous ces bruits. On imagine quand même que Jackie Lorenzetti veut garder Laurent Travers. Enfin bon, ça doit être compliqué aussi pour un nouvel arrivant comme Stuart Lancaster. Nouvel arrivant, ça fait quand même. Ouais, deuxième saison, mais enfin, je veux dire, il est tout récent. Il est tout récent, on sentait les joueurs adhérer à son projet, donc c'est toujours le paradoxe entre le discours des joueurs qui adhèrent, mais on ne le voit pas sur le terrain, et en plus, au-delà de l'année dernière, ce processus-là, c'est les problèmes extrasportifs qui viennent s'ajouter. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on entende parler, soit Jackie, soit Laurent Travers, mais le problème, c'est le calme plat dans ce club. On n'entend pas le président, on n'entend pas Laurent, on n'entend pas ne serait-ce que le coach, Stuart Lancaster, parler, nous dire exactement ce qu'il en est, et voilà, il faut qu'à un moment donné, on aille, même si c'est pas agréable, affronter les problèmes, que ce soit devant la presse. On ne veut pas servir de la presse que quand ça va bien dans le club. Alors aujourd'hui, ça va pas, et on ne sait pas à qui se référer dans le club. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ouais, et à l'image aussi du match de samedi, où finalement le réveil des Racingmen, qui a fait, les Racingmen ont été tout près aussi de marquer. Ils ont eu 2 occasions dans les 5 dernières minutes. Bon, c'est passé tout près aussi, mais on a envie de leur dire qu'ils se réveillent un peu tard à chaque fois, Philippe, non? Ouais, ils se réveillent un peu tard. C'est vrai que là, ils ont eu des occasions. Après, à la fois, ils se réveillent tard, et à la fin, il y a quand même du caractère pour essayer d'aller chercher cette victoire en fin de match. Ils arrivent à tenir le ballon. Bon, il y a ce fait de jeu sur la dernière action, on peut y revenir, mais on sent quand même cette équipe, elle s'éteint pas au fil des matchs, et vu le contexte, ils auraient pu lâcher ce match, c'est pas le cas. Donc moi, je vois plutôt, même s'ils se réveillent un peu tard, des signaux d'espoir quand même sur une forme de caractère collectif. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop à réaction cette saison, et ça fait quand même plusieurs saisons que ça dure. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros décalage entre le discours qu'on a eu, je me souviens d'un Henri Chavancier en début de saison, enfin il y a quelques mois déjà, qui nous disait que vraiment le groupe vivait bien, que ça travaillait bien la semaine, qu'ils avaient un peu de mal à réitérer ça le week-end en championnat, mais que ça allait payer, avec tout ce qu'on perçoit de l'extérieur. Et je suis assez d'accord avec Johan, c'est bien de travailler dans l'ombre et de pas se laisser polluer par la partie médiatique tous les 4 matins, mais il y a des moments où il faut prendre la parole, donner une direction. Et c'est vrai que Jackie Lorenzetti a peut-être pas su le faire ces derniers temps. Il y a eu plusieurs points sur lesquels, pour moi, il n'a pas été assez communicant. D'abord, c'est le sujet du stade, qui pose beaucoup de questions, parce que on peut le tourner comme on veut, mais le stade, c'est le lieu de vie des supporters, c'est le lieu qui s'approprie, c'est le lieu où les joueurs ont leurs marques, leurs habitudes, et où tu crées des moments d'émotion collective. Et malheureusement, on ne sait plus trop où ça va avec ce Racing d'un point de vue du lieu qui va abriter cette équipe. Il y a les sujets de direction sportive. Il y a eu aussi, ça date un peu, mais le départ en catimini un peu de Yannick Nianga. Et vu ce qu'il a apporté à ce club, l'investissement qu'il y a mis,
j'ai trouvé que c'était pas très élégant de pas prendre la parole à son sujet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui interpellent un peu dans la stratégie de communication du club. Ce soir et depuis hier soir, depuis le nul de Toulouse à Lyon, le top 14 a changé de leader. Voilà, l'UBB et Toulouse ont le même nombre de points, mais c'est l'UBB qui est devant à la faveur de son match remporté à Toulouse il y a quelques mois. Est-ce que c'est anecdotique ou pas, Johan ? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que c'est anecdotique ou pas le fait que à l'issue de la 12e journée, c'est-à-dire quasiment à la fin des matchs allés, l'UBB est leader devant Toulouse? Anecdotique, non, parce que ça prouve qu'ils ont reçu, comme on a pu entendre les discours de Yannick, de Yannick Bru, de Diaby aussi, qu'ils ont appris, qu'ils apprennent et qu'ils ont retenu la leçon. De savoir faire tourner l'effectif, de s'appuyer sur un effectif un peu plus profond que l'année dernière. On les sentit à mal durant le tournoi des Nations, et là on sent que avec une charnière Max Lucu et Mathieu Jalibert absente, ils arrivent à faire quand même un coup, à les gagner à Castres avec des conditions climatiques compliquées qui étaient plus favorisantes pour les Castrés. Il fallait le faire. Alors au bout d'un match, je suis sincère, j'ai pas vu tout le match parce que c'était vraiment compliqué, mais en tout cas, c'était il fait le job. Là, c'est vraiment le job. Il va y avoir un Racing, excusez-moi de faire un petit retour en arrière, mais le Racing Lyon qui arrive le week-end prochain, il va être chaud. Il va être très chaud. Ouais. On va bien sûr continuer à parler de top 14. Toi, tu la juges anecdotique ou pas cette première place, à égalité de points de l'UBB là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont quand même fait un petit peu tourner. Il y a une gestion de l'effectif qui est différente en ce début de saison, Philippe. Ah oui, c'est ce que disait Johan. Ils ont trouvé peut-être un peu plus de profondeur pour se le permettre. Et puis, ça leur a donné conscience en début d'année quand ils sont allés faire ce coup à Toulouse en ayant vraiment fait tourner. Et donc, aujourd'hui, ils sont capables d'aller chercher des points. Non, c'est pas anecdotique du tout. On le répète souvent, mais on s'est posé la question de savoir si ils allaient se relever de cette défaite très lourde en finale. On a vu qu'ils l'avaient très bien digéré, qu'ils s'en étaient servis, qu'ils ont renforcé leur effectif, cette profondeur de banc, et qu'ils peuvent être un peu plus en gestion comme l'a été Toulouse la saison dernière et comme ils sont encore là cette année pour d'abord jouer les deux tableaux et puis se donner l'ambition d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Voilà, et accueillir Toulon, ce sera samedi soir, 13e journée pour terminer les matchs allés, 21h05 ce match-là, et ça sera un des gros matchs que l'on suivra bien sûr sur Sud Radio. Messieurs, j'espère que vous êtes au point sur les cadeaux de Noël, on va en parler dans un instant, bien sûr, idées cadeaux et plus encore. Restez avec nous sur Sud Radio, les vraies voix du rugby, à tout de suite. Des agendas de ministres, même s'ils n'ont pas été nommés au gouvernement, c'est Johan Huget, Philippe Spanghero qui sont là ce soir pour nous dans les vraies voix du rugby, bien sûr, pour continuer à parler de l'actualité rugby jusqu'à 21h dans les vraies voix du rugby. Messieurs, vous êtes bien sur les cadeaux là pour demain soir, pour mettre sous le sapin? Johan? Très bien. Pas trop. Comme d'hab, on va courir demain. Il reste 2-3 ajustements à faire, mais on va très bien. D'accord, donc c'est plutôt, tu vas casser sur la ligne, quoi. En gros, pour. J'ai pas été habitué, moi. Vous savez, tous ces cadeaux, on est plutôt relativement soft avec le rugby, et donc c'était un petit comité. Donc là, il va falloir élargir le cercle. Donc on va faire ça dès demain matin à première heure. À la première heure, Philippe, toi t'es bien, toi t'es organisé, c'est carré. Moi j'ai quand même beaucoup sous-traité, donc voilà, comme d'habitude. Ça a été. J'allais dire il est marié. Voilà. Donc ça a été très bien sous-traité, mais après pour Johan je suis pas inquiet parce que ça a quand même été toute sa carrière un drôle de finisher. Donc sur la ligne, il est très fort. Ouais, ce côté à l'approche des lignes. Il se transcende. Voilà. Non, t'en penses pas, Philippe. On est assez là. Ce côté finisseur, puncher. On est ravis d'accueillir ce soir Jean-Pierre Pagès, auteur des Gueules du rugby, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Salut les amis. Merci d'être avec nous en direct, veille de Noël. Voilà, bon, c'est vrai que je fais le lien entre l'idée cadeau, voilà, qu'on peut peut-être, dont on peut avoir besoin à la veille de Noël, et les Gueules du rugby, 4 volumes qui reprennent, enfin, qui sont un véritable patrimoine de notre rugby, quoi. Oui, ça c'est.
c'est sûr, ça fait 4 ans qu'on a arpenté toutes les villes et les clubs de France et on s'est arrêté pour le 4e tome avec cette collection complète de, 2000 joueurs, 2000 portraits et 2000 interviews, dont Johan fait partie dans le 4e tome de ces interviews, bien sûr. Voilà, qui est un modèle facile à guider, Johan Huget, ou pas? C'est pas mal. Quand il parle de l'Ariège, c'est facile. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tu as relancé une collection un peu différente, Jean-Pierre, avec qui met aussi en avant le rugby amateur. C'est ça. En fait, c'est mettre en valeur le rugby amateur à travers des têtes de gondole, qui est le rugby professionnel et le top 14. En fait, on a demandé à chaque club de top 14, en l'occurrence 4 par an, de choisir un club amateur et essayer de faire le grand écart entre le top 14 et, presque la régionale 3. Premier exemple, on a demandé à l'ASM de choisir un club. Ils ont choisi un club de Cisterne-les-Tavernes, Cisterne-les-Forêts, qui est un club de régionale 3, au milieu de la forêt, un club en pente. Et sur 500 habitants, il y a 250 licenciés. Un exemple fabuleux du rugby français, du rugby amateur, quoi. C'est extraordinaire et c'est une nouvelle aventure qu'on s'est lancée et on passe une semaine en immersion entre le top 14 et le club de régional 3 et franchement là il y a le vrai, alors je dis pas le vrai rugby mais le rugby d'antan, le rugby amateur, le pur essentiel comme on dit du rugby qui remonte et qui est fabuleux, quoi. Ouais. Et justement, tu parles de Clermont, qui, j'ai pas bien retenu le nom du club amateur, mais en tout cas, Cisterne-la-Forêt. Cisterne-la-Forêt. Est-ce que toi, tu sentais, ou en tout cas ce que tu as vu, je sais pas quand tu as fait le tournage ou quand tu es allé à la rencontre des Clermontois, mais est-ce que ce renouveau Clermontois qu'on aperçoit là et qu'on a encore vu ce week-end avec cette défaite très courte à La Rochelle, est-ce que tu l'avais pressenti en travaillant avec eux là? Je pensais qu'il y avait, alors c'est vrai qu'il y a eu peut-être un déclic, c'est la signature, le renouvellement du contrat d'Urios. J'ai senti, c'était au moment où j'y étais en fait, et j'ai senti que à partir de là, il y a eu, j'ai senti que l'équipe lâchait un petit peu plus les watts, et ça se concrétise où on était plus étendu, on voyait peut-être un peu plus l'avenir, peut-être plus de confiance à tous les niveaux. J'ai senti ça, les gens plus détendus, aussi bien sur le pré que autour du pré. Alors c'est peut-être une impression, une fausse impression, mais en tout cas ça se concrétise sur le terrain, quoi. Oui, c'est vrai. Intéressant quand même le ressenti de Jean-Pierre Pagès, Johan et Philippe. Johan, pour commencer. Ouais, c'est intéressant parce qu'il a pu les côtoyer et ça se retranscrit pleinement sur le terrain, mais c'est des choses quand même qu'on avait vues aussi déjà l'année dernière. Ça se mettait en route. Après, ils avaient comme disait Christophe Furios, ça se mettait pas en place à l'extérieur. Ils lâchaient des matchs, mais à la maison, il y avait de la consistance. Donc là, je trouve qu'ils trouvent un peu plus de régularité. Ouais, Philippe, sur cet ASM, l'impact de la resignature de Christophe Furios, voilà, sur des groupes, tu penses que que tu partages l'avis de Jean-Pierre? Ouais, je partage. Bon, ça contribue à la sérénité, à la vision un peu, à la projection. Et c'est vrai que si Christophe a pu avoir des vestiaires, des relations un peu tendues à la fin à Castres et puis à un moment à l'UBB aussi, là on sent qu'il tient vraiment son vestiaire à Clermont, que les joueurs le suivent, croient en son projet. Et donc quelque part, ça rassure forcément les joueurs de sentir qu'ils se projettent à moyen, long terme avec lui. Donc certainement que ça a contribué, c'est sûr. Et puis cette équipe, elle a pris confiance. Là, pour le coup aussi, on a eu plusieurs Clermontois depuis le début de la saison qui nous ont dit clairement que le groupe vivait très bien. Et eux, pour le coup, contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure pour le Racing, ils l'ont concrétisé assez vite. Et donc la confiance est montée crescendo. Ils sont assez solides sur les bases, sur les fondamentaux. Et donc cette équipe, honnêtement, on l'attendait pas à ce niveau-là quand même en début de saison. Ouais, Jean-Pierre Pagès, auteur de Gueule du rugby, idée cadeau pour Noël, pour les dernières 24 heures, pour les passionnés de rugby. Voilà. Est-ce que justement, quand tu vas faire ce type de travail entre le rugby pro et le rugby amateur, on entend partout, notamment depuis les événements de l'été dernier, que le rugby pro est déconnecté du rugby amateur. Qu'est-ce que toi tu en penses et quel est ton ressenti?
Alors c'est vrai que peut-être vu de loin comme ça, on se dit bon, les joueurs dans le top 14 sont dans leur bulle. C'est des machines de guerre, hein, c'est des Ferrari, c'est des Lamborghini, c'est vraiment et ils sont peut-être dans leur bulle, mais ils arrivent tous du monde amateur, et à un moment donné. C'est ça aussi qui m'a poussé de se dire on va les rapprocher, on va essayer de les reconnecter. Peut-être ils s'étaient un petit peu déconnectés de ce monde d'où ils venaient, mais non, je pense pas. Je pense que ça reste encore un monde de très gentil, très accessible. Et même s'ils ont des obligations de toute façon, on peut pas rentrer comme ça dans leur univers, mais quand les jeunes de Cisterne ou d'autres clubs amateurs viennent, ils sont là, quoi, et ils sont très accessibles. Non, je pense pas qu'ils soient à des années-lumière. Ils restent encore sur de la réalité, et ça fait du bien quand même au rugby. Alors après, avec les petits événements, les événements qui sont un peu plus durs ou un peu plus, ça arrive dans tous les sports, et ça arrive, donc faut pas non plus faire un coup de projecteur là-dessus. Je crois que non, le monde du rugby reste encore un magnifique monde à explorer. Ouais, c'est rassurant là, ce que nous dit Jean-Pierre. T'es pas surpris, Johan, parce que je sais qu'à Toulouse c'était important cette connexion au monde amateur. Effectivement, je crois qu'on a été l'un des premiers clubs à Toulouse à délocaliser nos entraînements. Alors même si des fois c'est compliqué parce que c'est à 1 heure et demie du club, et les terrains malheureusement sont pas propices au terrain du week-end. Mais ça nous permettait de retourner dans des lieux où on s'était entraîné, à Pamiers pour certains comme moi, dans l'Ariège, d'autres on était à Villefranche. On vient tous de ce milieu-là, et malgré ce qu'on peut connaître le week-end, s'entraîner le week-end, s'entraîner la semaine dans nos clubs formateurs, ça a été une reconnexion, et savoir d'où on venait, et aussi rendre ce que le club nous avait donné. Donc je me suis jamais posé la question si on s'était éloigné. Après, le problème, c'est qu'on a des emplois du temps qui nous permettent pas d'y aller aussi souvent que l'on aimerait, parce qu'il faut bien privilégier aussi la famille et les phases de récupération. Mais en tout cas, le fait d'y aller périodiquement sur des entraînements nous permettait de continuer à avoir le lien avec le monde amateur. Je voulais, François, Jean-Pierre, rajouter quelque chose, c'est que dans cette expérience-là, dans ce contexte-là, on a programmé avec l'ASM et avec Cisterne, lors d'un match de Cisterne à la maison, que l'ASM, une partie des joueurs, viendrait donc sur place, rencontrer le public, assister au match, et avec l'entraîneur, avec aussi Aurélien Rougerie et puis quelques joueurs pros, et aller même dans le vestiaire et faire une remise de maillot juste avant le match. Là, ça donne encore plus d'impact à notre expérience. Et les gamins, ils ont des étoiles dans les yeux de voir un Rougerie, de voir un Tixeron, voir n'importe quel ou un Crémer qui arrive et qui débarque en Régional 3, quoi. Et Urios dans les vestiaires qui va lui dire, qui va donner un conseil aux petits jeunes en Régional 3, quoi. C'est un autre monde, quoi. Et c'est ça qu'on veut essayer de remettre en place, de faire ce lien, alors à notre modeste niveau, mais essayer de faire un lien avec le rugby, quoi, entre le monde amateur et le monde professionnel. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec Carmont qui a été un club ECA. Champion de France en 54, Carmont. C'est 51. 51, pardon. Magnifique, et il reste, et c'est ça qui est fou, il reste, quand on est allé tourner à Carmont, il reste encore un champion de France de 51 qui a 99 ans, qui est en pleine forme. 99 ans, était champion de France avec cette équipe de Carmont en 51. Magnifique, Raymond Carrère. Ouais, ça c'est ce travail, c'est un travail patrimonial que tu fais, oui. Jean-Pierre, avec Gueule du Rugby. Quentin Cabanis, une question pour Jean-Pierre Pagès.
Bonsoir Jean-Pierre. Alors moi j'ai quand même pas mal regardé les vidéos de Gueule du rugby. Il y en a quelques-unes qui m'ont particulièrement ému. Alors forcément un petit clin d'œil à Julien Thomas et ses larmes dans le livre, notre consultant. C'est vrai, ouais. C'est pas que lui. Hein. Ouais, mais justement voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs qui se sont confiés et qu'on a senti énormément touchés d'en parler. Est-ce que toi il y en a quelques-uns comme ça qui t'ont marqué plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des petites histoires comme ça que tu nous conseilles d'aller piocher? Alors oui, bien sûr. Alors par exemple, pour symboliser ce que tu dis, Quentin, c'est que Chabal m'appelle le prêtre et il m'appelle le prêtre parce que justement tout le monde se confie et il n'y a pas cette impression de dire on lâche un petit peu tout ce qu'on a à dire dans une configuration un peu spécifique puisqu'on est sous une bulle lumière face à face, il n'y a personne autour et donc là les joueurs se remontent un petit peu dans leurs souvenirs et ouvrent leurs sentiments, leurs émotions. Pour revenir à ta question, il y a quelqu'un qui m'a marqué véritablement. C'est les grandes légendes qui sont parties. Il y a Boniface, il y a Lucien Mias qui m'a extrêmement marqué, qui dit des magnifiques choses. Et puis, encore une fois, il y a Pierrot Albaladejo aussi. Je suis allé le voir chez lui comme ça. C'est des gens. On est tous des enfants de Pierrot Albaladejo. Comme on dit souvent, mais c'est vrai, ça c'est des monuments où on les bade quoi, on les bade en leur disant bonjour et on les bade en leur disant au revoir et on pense à toutes ces émotions et tous ces souvenirs qui nous que l'on déguste à chaque fois sur chaque parole quoi. C'est extraordinaire. André Herrero est magnifique. André Herrero qui parle de cette finale 71 de Béziers face à Béziers où il se fait littéralement fracasser en fait sur le terrain. Donc voilà, il raconte et il dévoile un petit peu tout qui est vraiment l'auteur de ce copier malheureux qui en a fait et 50 ans après. C'était relou. Jean-Louis Martin me disait Jean-Pierre, putain, 50 ans après, ça serait bien de se réunir Toulon et Béziers. Mais il y a que faut en parler à André. Alors j'ai essayé de faire la liaison, j'ai demandé à André. Et il m'a dit, tu crois qu'on veut fêter le sacre de Béziers 50 ans après Donc voilà. Il y a la petite story justement dans les livres du Grand Béziers qui est aussi très intéressante à suivre. Et j'ai une autre question, Jean-Pierre, toi justement qui a croisé tous ces illustres, etc. Est-ce que on parle souvent au rugby des valeurs du rugby? Est-ce que tu as le sentiment que ça a continué de la même manière ou est-ce que ça évolue quand même beaucoup? Je crois que les valeurs, elles y sont encore. Hein. Il y a encore cet esprit du ballon ovale, quoi. Je dis, moi j'ai toujours, à travers toutes les générations, il y a quand même ce lien qui est fort, c'est cette mentalité du rugby qui reste. Hein. Alors évidemment, avec le professionnalisme, ça se lisse un petit peu, mais moi je vois les mecs du top 14 aujourd'hui. Ils s'intéressent quand même à l'histoire du rugby et donc ils vont bader un André Herrero. Moi je l'ai vu dans le 15 des légendes quand on a fait le 15 des légendes, on a réuni une quinzaine de légendes à toutes les générations. Les nouvelles générations badaient André Herrero, Jean Autriot, Pierre Lépreux, parce qu'ils sont référents dans le rugby, quoi, et ils ont donné le là pour ce qu'aujourd'hui un Dupont ou un petit Ntamak ou autre sont aujourd'hui, quoi. Donc ils ont construit ce rugby qui est notre rugby d'aujourd'hui, quoi. À travers toutes les évolutions. Oui, non, on garde toujours ce lien fort, quoi, à travers toutes les générations, quoi. Et on est content de transmettre aussi, d'être des traits d'union de ce lien fort. Merci Jean-Pierre Pagès d'avoir été avec nous. Le Gueule du rugby, voilà, idée cadeau de dernière minute là, pour les finishers comme Johan Huget. Johan Huget toujours là, Philippe également. On va passer au dossier du soir. Je te souhaite un joyeux Noël, Jean-Pierre, en te disant au revoir. Joyeux Noël, bonne fête à vous tous. Et bonne fête. On va passer justement à un autre bouquin. Tiens, je le montre si vous nous suivez en vidéo. L'essai d'un autre monde
le bouquin qui est sorti il y a quelques semaines, signé Pierre-Michel Bonneau, voilà, qui s'inspire de l'essai du bout du monde, voilà, pour parler d'un autre monde. On est très heureux d'accueillir Pierre-Michel Bonneau et Olivier Roumat. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Il y a le surnombre. Il y a le surnombre Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sella là-bas. Il y a Cabane. Il y a Delegue. Et il y a peut-être un essai au bout. Bah oui. C'est l'essai de la victoire. C'est l'essai de la victoire. Essai de Saint-Denis. Et l'équipe de France gagne le match. Voilà, c'était Pierre Salviac, Pierre Alain-Dejo qu'on entendait, et justement on en parlait avec Jean-Pierre Pagès. Bonsoir messieurs, bonsoir Pierre-Michel, et bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quelle idée, Pierre-Michel, de sortir un livre 30 ans après sur cet essai dit du bout du monde, voilà, qui est inscrit à l'Eden Park d'Auckland, avec une relance, une contre-attaque de Philippe Saint-André, initiée à la 60 ou 80e même, le chrono était à 79, et donc qui finit par un essai magnifique. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur cet essai ? Eh bien parce que, comme je l'explique, c'est vraiment le moment qui m'a fait bondir de mon siège d'envoyé spécial sur toute une carrière. On a toujours, à l'équipe, on nous a toujours conseillé de rester aussi objectif et distant que possible. Mais là, vraiment, c'était tellement... une telle émotion après 6 semaines de tournée, c'était l'aboutissement de telle aventure que ça m'est resté et que c'est vraiment un des grands moments de ma carrière. Ça c'est une chose, et je trouve aussi que l'exploit de la double victoire en Nouvelle-Zélande, qui est resté sans lendemain pour l'équipe de France, et unique, a été un peu mésestimée, disons. Elle méritait d'être un peu glorifié, voilà. Après ça tombait juste, il y avait les blagues qui passaient par là, donc voilà. Jusque-là, on va dire qu'il y avait eu 79, une victoire un 14 juillet, mais qui relevait un peu de l'exploit. Il y avait eu beaucoup de tournées difficiles, mais là, il y a eu 2 victoires enchaînées. Olivier Roumat, est-ce que tu ressens aussi ce que disait Pierre-Michel, c'est-à-dire le fait que on va dire l'exploit n'était pas vraiment mis à sa juste valeur? Alors d'abord, bonsoir à vous tous, hein. Michel, salut. Salut Olivier. Il y a Philippe, Johan aussi. Oui, tout à fait. On est là. Bonjour à tous les collègues. Oui, bien sûr, parce que ces tournées du mois de juin étaient toujours pas tellement médiatisées. Le rugby n'avait pas encore la médiatisation d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était pas passé sous silence, mais ça n'avait pas été relevé à sa juste valeur. Et même nous, on était très contents d'avoir fait un exploit de battre les Blacks 2 fois chez eux. Et c'est plus après, avec le temps, qu'on s'est rendu compte du véritable exploit qu'on avait réussi à faire. Et surtout sur le deuxième test, avec le fameux essai de Saint-Denis, parce que sur le premier test, on avait gagné, je crois que c'était Christchurch, je crois, oui, 22 à 8. Et les Blacks c'était leur premier match de tournée, donc on les avait un peu pris par surprise, quoi. Le second test, croyez-moi, c'était quand même un drôle de match, et j'ai rarement pris autant de coups sur un match de rugby que sur ce match. Ça y est, les Blacks nous avaient promis la guerre, ils avaient annoncé, Fitzpatrick avait annoncé partout dans les journaux que ça serait pas le même match, que la même physionomie de match que sur le premier test, mais il avait raison. Alors on gagne avec cet essai magnifique sur la relance de Philippe, la contre-attaque de Philippe, pardon. Mais on passe vraiment par la petite porte. Je me souviens quand même très bien de ce match. On avait quand même ramassé, si vous voyez ce que je veux dire, en rugbyistique. Surtout à l'époque. Ouais, surtout à l'époque. Johan, justement, toi, t'es bien plus jeune que tout ça, mais comment tu as vécu, et c'est des choses que tu as regardées, on te l'a raconté, comment ces moments d'histoire du 15 de France? On nous l'a surtout raconté, on l'a surtout vu, parce que j'ai eu la chance aussi d'être coaché par Philippe et Patrice Lagisquet, et de côtoyer les anciens sur chacune des sorties équipe de France. Mais on a essayé en fait, ils ont initié ce French Flair, quoi.
C'est effectivement le symbole du French Flair, mais là on peut, Pierre-Michel, on va direct à la conclusion du bouquin, hein. French Flair, French Flair, c'est un peu ça la question posée à la conclusion. On peut peut-être pas la dévoiler tout de suite, mais c'est vrai que c'est un symbole du French Flair, mais c'est aussi un symbole du rugby d'avant, c'est-à-dire ces tournées où il y avait 10 matchs et des matchs de semaine, des matchs de test matchs. Là il y avait eu en 94 et à l'occasion notamment de 2025 où il y aura une tournée en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ça n'a plus la même odeur. Ah, c'est sûr que l'épopée n'existe plus. C'est quand ça a basculé à des préparations de tests, de 3 préparations de tests ou 2 préparations de tests, donc une semaine, sans match au milieu, sans match de province. C'était plus un voyage, c'était plus une aventure, c'était l'aventure professionnelle, c'était très différent de ce qui avait précédé. Mais là, ils sont passés par le Canada. Il y a eu des tests pièges au Canada. Enfin, ils ont fait quasiment toute le nord de la Nouvelle-Zélande du haut en bas. Ils ont joué dans des bleds à Masterton, dans des endroits vraiment de campagne, quoi. Et ils avaient le temps de découvrir le pays les découvrir. C'était humainement, je pense que c'était très différent de l'aventure professionnelle, mais c'était enrichissant pour eux, je l'imagine. Hein, ils voyageaient moins, c'était vraiment une autre époque, quoi. C'était la fin de cette époque-là, puisque le rugby est passé pro l'année d'après, quoi, en 95. Voilà, au moment de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Philippe Spanghero, toi, tu as un peu grandi dans les histoires de ces épopées qu'étaient les tournées. Oui, alors moi j'en ai entendu beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance et j'ai compris assez tôt que j'avais beaucoup de chance de vivre ça, parce que c'est vrai que Walter était assez adepte des réunions d'anciens et donc moi j'aimais être là très jeune, parce que alors chaque année c'était les mêmes histoires, mais il y avait un nouvel élément quand même, hein, donc on aimait quand même enjoliver les histoires, mais en fait c'était tellement bon. Mais celle de 94, cette tournée, je m'en souviens très bien, parce que c'est pour la première fois que j'ai eu envie d'avoir le maillot de l'équipe de France, ce maillot-là Adidas avec les manches blanches et rouges. Et le marketing n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et il a quand même fallu faire des pieds et des mains pendant des mois pour trouver le maillot dans un magasin. Donc je l'ai eu quasiment qu'à Noël. Vous voyez, c'était tard après la tournée. Mais je l'ai pas quitté pendant longtemps. Mais juste pour rebondir et avoir l'avis de Pierre-Michel et d'Olivier. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'est cette tournée qui soude ce groupe, qui honnêtement était pour moi peut-être l'équipe de France qui a jamais autant mérité d'être championne du monde, qui fait la Coupe du Monde en Afrique du Sud après, avec le scénario qu'on connaît. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle se crée là, en fait, avec une issue qui est pas celle qu'on attendait, mais bon, il y a quand même la victoire contre l'Angleterre au match de la 3e place, les Anglais qu'on n'avait pas battus depuis longtemps, et là qu'on bat largement pour la 3e place. Mais j'ai l'impression qu'il s'est créé quelque chose à ce moment-là dans ce groupe, quoi. Olivier. Ouais, je suis d'accord avec toi, Philippe, mais je vais aller même un peu plus loin, parce que c'était Pierre Berbizier l'entraîneur. Il avait pris l'équipe à partir du tournoi en 92, et je pense que l'équipe c'était vraiment formée. Bon, déjà la tournée en Argentine en 92, moi j'y étais pas parce que j'étais expulsé, je n'avais pas pu y aller. Par contre, en 93, on avait gagné aussi la série de tests en Afrique du Sud. Et je pense que là, c'est le groupe, il s'est vraiment créé là. Et en fait, dans le prolongement du tournoi 93, là, ça a vraiment été le ciment de cette génération. Et alors après, c'est vrai qu'il y a cette tournée en Nouvelle-Zélande. Et comme le soulignait Pierre-Michel, on tombe dans un piège, je crois que c'est à Ottawa contre le Canada, avec une expulsion de Philippe Sella, qui a été donc, à l'époque ça s'appelait l'IRB, c'était pas World Rugby, qui a désavoué l'arbitre, et il a été réintégré. En fait, ils ont prouvé que Philippe Sella n'aurait pas dû être expulsé. Et donc, donc le début de la tournée était quand même plutôt... C'était son premier carton rouge, hein, il n'avait jamais été exclu. Son premier carton rouge. Et donc, en fait, Pierre Berbizier, je ne sais pas si vous voyez comment le personnage que c'était quand même quelqu'un d'assez strict, et on a mangé du pain sec et de l'eau pendant 15 jours, mais la tournée était quand même assez compliquée. Et je me souviens, ce pauvre Christian Califano, hein, avec tout l'amour que j'ai pour lui, il était arrivé auréolé d'un titre avec le Stade Toulousain, le meilleur pilier de France, pilier droit, tout ça, etc. Et là, il monte sur la balance, et je crois qu'il était à 125, un truc comme ça. Mais bien couronné, là, bien gras, avec un peu de bourrelet, tout ça. Et Pierre Berbizier lui fait: écoute, Cali, l'objectif pour la fin du mois, c'est 10 kilos de moins.
Non mais Pierre, mais t'es fou, mais 10 kilos, ça m'est jamais arrivé et tout. 10 kilos. Et donc il le triquait à tous les repas. Il était là, il avait un régime adapté. Et je crois que pour le premier test de Christchurch, il en avait perdu 7. Ce qui était pour lui énorme, hein, Cali. Oui. Alors avec toutes les qualités et l'explosivité qu'on le connaissait, c'était un pilier d'exception. Hein. Ça fait partie des plus grands piliers de l'histoire du rugby français. Et je me souviens que ça avait été quand on s'était préparé physiquement, comme jamais. Moi, en fait, c'est la tournée où j'ai le plus perdu de poids. Et mais bon, ça avait porté ses fruits puisque on avait gagné et on savait pourquoi on l'avait fait. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le lendemain du test match, on s'était fait envoyer. Alors à l'époque, il y avait des mails, des fax. Le journal de l'équipe, et c'était la première fois où Pierre-Michel Bonneau, il nous avait mis des bonnes notes. Ça, c'était bien. Oui, Pierre-Michel Bonneau pouvait avoir la dent dure, Pierre-Michel. Oh. Mais là, on retrouve justement la verve de ta plume. On l'aimait beaucoup. Ouais, la verve, beaucoup d'esprit, voilà, et toujours très drôle. Et notamment, Olivier parlait de Pierre Berbizier. Quand même, tu nous révèles qu'il y avait des repas entre le staff et la presse, et donc même Pierre Berbizier se lâchait en chantant Félicie. Oui, enfin, il y avait un repas traditionnel contre l'encadrement et les envoyés spéciaux qui n'étaient pas très nombreux, on était peut-être une dizaine maximum. Et c'était le morceau de bravoure de Pierre, c'était chanter Félicie aussi. Voilà, donc il fallait vraiment qu'il soit détendu, quoi. Pour eux, c'était pas le quotidien, quoi. C'était pas les conférences de presse habituelles. Je confirme. Ouais. Mais ce que tu racontes dans le livre, alors je vais pas raconter toutes les anecdotes parce qu'il y en a beaucoup, mais celle-là est sympa. Il fait croire en fait à certains de tes confrères que Napier, la ville où vous allez aller, est une ville mormone où l'alcool est prohibé. Et donc là, ça crée un petit émoi dans la confrérie des journalistes envoyés spéciaux. Eh oui, il y a panique dans les rangs parce que à l'époque on passait pas à côté de la soif et il y avait deux trois confrères qui ont pris des précautions, qui sont partis avec les cubis quasiment, non j'exagère, mais enfin et puis après on arrivait à Napier, rapidement ils ont vu un type qui était dans la rue qui était assez fatigué. Et c'était pas le vent, c'était qu'il sortait du pub, et là, bon, ils ont été rassurés, mais c'est drôle, c'est qu'il avait joué le jeu bien, Pierre, et il y a un de nos confrères qui avait fait un papier, dans un quotidien, en disant, Napier, la ville mormone, tout ça, il avait développé le truc, et voilà, donc il avait bien piégé, ouais, c'était assez sympa. Mais les relations étaient sinon pas toujours. Enfin, disons qu'il était comme il était sévère quand on l'appelait l'abbé Pierre. Enfin, c'était avant qu'on parle de l'abbé Pierre sur un autre ton. Mais parce que des fois, voilà, ses sermons étaient un peu raides. Alors pour les joueurs encore plus que pour nous. Hein. Voilà, et donc le papier, c'était la ville des buveurs d'eau qui avait en plus, bon, il est allé loin quand même, le confrère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet non plus, c'était une autre époque. Yohann Huget, toi, tu as connu la deuxième partie des tournées, tu en as fait combien au total des tournées dans ta carrière? Je ne sais pas combien exactement de tournées j'ai fait, mais en tout cas, c'est des moments qui nous rapprochent parce qu'on est loin de tout, on est obligé de se retrouver, de passer du temps ensemble. Donc, les tournées, ça soude un groupe où ça le crée. Ouais, et c'est vrai que là, ce qui est intéressant en fait, Pierre-Michel, c'est que tu as appelé ton livre l'essai d'un autre monde, cet essai du bout du monde, parce que c'était aussi cette période encore où l'amateurisme était marron, comme on l'appelait. Et c'est vrai qu'au moment où, en 2025, l'équipe de France va aller en Nouvelle-Zélande pour une longue tournée, mais sans doute sans ses meilleurs joueurs, ça résume tout finalement. Bah oui, c'est d'autant plus désolant que c'est a priori la dernière tournée. Si le système imaginé par World Rugby se met en place d'une espèce de fausse Coupe du Monde tous les 2 ans, il n'y aura plus vraiment de tournée. C'est dommage que je sais bien qu'il faut protéger les joueurs, tout ça, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un moyen d'emmener certains, ou je sais pas, moi, d'emmener Dupont et lui faire jouer le dernier test, ou trouver une solution pour rendre hommage à ce que ça a été les tournées, parce que ça a été vraiment fondateur de l'histoire du rugby tout entière depuis 1905 et la première tournée des All Blacks en Europe qui a duré 3 mois, qui était un truc incroyable et c'est vraiment un fil conducteur du rugby jusqu'au professionnalisme, quoi. C'est quand même une expérience de faire une tournée en Nouvelle-Zélande, c'est quand même une belle expérience de culture, de rugby, de vie de groupe, c'est une belle tournée à faire. Ah oui.
Ouais. Olivier, toi qui es papa d'Alexandre, qui est en équipe de France, et j'imagine qu'il a grandi aussi dans, comme Philippe le racontait tout à l'heure, dans les histoires de tournées. Comment lui il le vit, et est-ce que par exemple il se dit si je loupe la tournée en Nouvelle-Zélande en 2025 parce que je vais être champion, on imagine qu'ils doivent être un peu partagés, les joueurs. Alors déjà, il n'en parle pas parce qu'il ne se projette pas aussi loin. Hein. Vous savez, tu le sais, le top 14, là, c'est chaud quand même. Hein. Tous les week-ends sur le pont, après il y a les matchs internationaux, le tournoi. Mais pour rebondir sur ce que disait Pierre-Michel ou même Yohan, oui, la tournée, c'est là où tu fais des... Enfin, moi, je sais que nous, à l'époque, on se réunissait pour le tournoi le lundi soir ou le mardi soir. C'était un truc de fou quand on voit que maintenant, ils sont réunis quasiment 15 jours avant le pré-match. Ou des fois un peu moins, 10 jours. Nous, on se réunissait le mardi et on jouait le samedi un match contre l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles. Et c'était le seul moyen de créer un groupe, c'était la tournée. Pourquoi ? Parce que ça a duré 6 semaines et qu'on jouait, outre les test matchs contre les Blacks ou en Afrique du Sud contre les Springboks, on jouait les provinces. Donc, tu allais en Nouvelle-Zélande, tu jouais Auckland, tu jouais Wellington, et je peux te dire que c'était des matchs, c'était très très épais. Moi, j'ai fait 2 tournées en Nouvelle-Zélande, j'ai un souvenir incroyable de ces matchs de province. Et c'est là où on se faisait un peu le cuir, où on arrivait à trouver des affinités entre joueurs. Alors après, c'est vrai que le professionnalisme fait que les joueurs, il y a beaucoup moins de pas d'antagonisme, mais de rivalité. Nous, par exemple, moi qui joue à Dax pendant 12 ans, on ne pouvait pas voir telle équipe ou on ne pouvait pas voir tel joueur de tel club, par exemple Bègle, parce que souvent on se fritait un petit peu. Aujourd'hui, les pros, c'est différent, parce que les pros, dans 2 ans, tu peux être dans le club en face, etc. etc. Donc peut-être que collectivement, c'est peut-être plus simple aujourd'hui de créer un collectif que nous, à notre époque, où il y avait vraiment des pas des provincialismes, mais des gens qui étaient attachés à leur club. Et moi, je me souviens quand même, quand on jouait avec les Toulonnais, tout ça, au début, c'était pas évident de trouver. Et après, c'est vrai que la tournée permet d'avoir cette sorte d'osmose, parce que tu te bats quand même pour le même maillot. C'est maillot bleu, là. Il n'y a plus de Toulon, de Dax, de Racing, de Castres, de Toulouse. Et moi, je trouvais ça super. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les tournées, et plus ça a duré, et plus je me régalais. Moi, je ne me tardais pas de rentrer en France quand j'étais à l'autre bout de la planète. Parce que vraiment, on crée une équipe de copains. Et les équipes qui gagnent, ça a souvent été ça. Et c'est toujours ça aujourd'hui. Hein. Dans le rugby professionnel, ce sont les équipes qui gagnent, ce sont des équipes qui arrivent à créer des liens. Alors, il y a des liens affectifs, des liens rugbystiques, des liens... mais on n'y arrive que comme ça. Et c'est vrai que les tournées, en général, permettaient ça. Ouais. Philippe, on est des vieux cons, là, on ressasse ou pas, selon toi ? Non, mais c'est super. Et honnêtement, tout le monde aime se souvenir de ces histoires-là. Et puis, en plus, je pense que c'est important parce que je pense que, comme on le disait en début d'émission avec Jean-Pierre, les joueurs, ils ont quand même une attention particulière à l'histoire dans ce sport. Et ça, c'est rassurant. Alors, des fois, ils manquent de temps, ils ont la tête prise, etc. Mais si on leur propose les conditions, ils sont tous très contents de retourner dans leur premier club. Ils sont tous très contents de se retrouver avec des anciens à parler des histoires d'avant. Et on ne sent pas du tout une volonté, ou un regard de supériorité parce qu'ils sont professionnels, parce qu'ils vivent autre chose. Et ça, honnêtement, c'est quand même un des trucs qui permet d'être un peu confiant sur l'avenir du rugby et des valeurs dont on parle quand même. C'est le rapport de ces jeunes joueurs à leur histoire quand même. Pierre-Michel, ça sera le mot de la fin, mais je voyais que cette épopée néo-zélandaise, le défraiement, c'était 22 livres sterling par jour. En gros, il ne pouvait pas y avoir non plus de débordement comme on a vécu cet été. Oui, ou alors il fallait prévoir un budget, prévoir le budget à l'avance, mais comme il y en a certains qui partaient sur des congés sans solde ou des choses comme ça, non, et puis oui, ça se prêtait pas trop à ça, mais du coup ils étaient extrêmement prêts. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que cette équipe n'a pas eu la notoriété qu'elle aurait dû avoir, c'est qu'elle n'a pas fait des grands tournois, quoi. Elle a fait des tournois 95, 94, qui venaient après les tournées. C'est un peu l'inverse de maintenant, c'est-à-dire que maintenant les joueurs sont très préparés pour les tournois.
Olivier disait qu'ils se réunissaient le mardi soir, mais le mardi soir, à mon avis, ils se réunissaient pour aller boire des coups et dîner. Parce que le vrai rassemblement, c'est le mercredi midi. Donc, ils avaient 4 jours, 2 entraînements. En fait, c'est vraiment minimum. Et donc, c'était l'hiver où les grandes équipes se préparaient pour les phases finales. Donc, ils étaient vraiment un peu à la rue. Donc, ils ont fait des mauvais tournois, pas très bons tournois. Et ils se sont vraiment révélés en 93 en Afrique du Sud, en 94 en Nouvelle-Zélande et en 95 à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les joueurs sont prêts pour le tournoi, ils ont des stages, etc. Et en tournée, on envoie les équipes B ou C et avec des budgets pour se payer des coups à boire et pire si affinité. Voilà. Bon, on vous remercie, Olivier et Pierre-Michel Bonneau, Olivier Roumat. Voilà, je montre le livre paru chez Solar, L'essai d'un autre monde, Nouvelle-Zélande 1994, les derniers feux d'un 15 de France amateur. Voilà, c'est vraiment un livre à lire, c'est un régal. Merci Pierre-Michel, toujours un plaisir de retrouver ta verve. Voilà, c'est et notamment pour parler de certains confrères qui avaient des portefeuilles en peau d'oursin retournés. Voilà, ça c'est... On ne le nommera pas. On ne le nommera pas. Tu as noté ma délicatesse. Bonne fête à tous. Ouais, merci. Bonne fête de Noël et prenez soin des vôtres. Ouais, merci. Oui, absolument, pareil. Merci Laroume. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et bon Noël. À très bientôt. Dans un instant, on va bien sûr conclure avec Philippe et Johan. Et pour l'heure, une petite pause. Sud Radio, votre avis fait. Johan Huget et Philippe Spanghero pour terminer cette heure des vraies voix du rugby. On termine aussi l'année parce que la semaine prochaine, il y aura, la dernière. C'est la dernière. Donc j'avais envie juste de revenir avec vous un peu sur cette année civile. Voilà, est-ce que il y avait une chose ou un match, un joueur que vous avez envie de mettre en avant, peut-être, Johan, quelque chose comme ça qui je sais pas, dans tes souvenirs. Dans mes souvenirs proches sur cette année 2024, j'ai envie de mettre en avant qui est un peu pas sous-estimé, mais je trouve on le met pas trop en avant parce que malheureusement devant lui il y a des joueurs qui prennent beaucoup la lumière, mais j'en parle de Thomas Ramos qui est depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde 2023, sans cesse en progression et il a tenu l'équipe de France sur cette tournée de novembre, mais aussi sur le tournoi Destination 2024. Oui, c'est effectivement, on va dire qu'il est dans la plénitude de ses moyens. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Ouais, il est dans la force de l'âge. J'ai envie de dire, il a confiance en ses moyens, confiance en ses qualités. On sent un garçon qui est sûr de lui. Mais malheureusement, quand il y a Antoine Dupont qui prend la lumière ou Romain aussi Ntamak en poste de 10 d'ouverture, donc c'est difficile d'être estimé à sa juste valeur, et je pense qu'il est un peu sous-estimé par rapport à sa régularité depuis quand même 2 ans. Philippe, un moment marquant, je peux te faire réagir sur Thomas Ramos, sur le choix de Johan. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vrai que c'est devenu un des cadres, un des éléments indispensables au Stade Toulousain et à l'équipe de France. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a ce caractère de compétiteur. Je pense que c'est une vraie plus-value dans un vestiaire d'avoir un joueur comme ça, qui cherche pas en plus de lumière particulière. Voilà, il a su quitter le Stade Toulousain pour aller prendre du temps de jeu et de l'épaisseur à Colomiers avant de revenir à Toulouse, comme Johan l'avait fait à Agen. Mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Mais si vous ne vous souvenez pas, pour le premier mandat de Fabien, les 2 premières années, il est au placard. Tout à fait. Il est au placard. Coupe du Monde 2019. Exactement. Okay. Donc je trouve qu'il a fait le dos rond et il a mangé son pain noir et maintenant il est de retour. Ouais, c'est un bel exemple à plus d'un titre. Philippe, toi, ton instant marquant de 2024 je vais revenir moi sur 2 matchs que j'ai eu du mal à départager parce que dans leur registre ils sont importants. C'est bien sûr celui qui va compter pour l'histoire, c'est la finale à 7 contre les Fidji, qui marque un tournant pour le rugby français avec ce premier titre olympique et puis un nouveau statut à assumer, parce que ça a quand même mis un coup de projecteur énorme sur cette discipline et on en avait besoin. Et puis ensuite ce France All Black de novembre qui m'a marqué, pour plein de choses. D'abord les images, parce que ça a amené des images du rapport au rugby et au Stade de France qui sont quand même exceptionnels. Et puis le scénario du match, et on en avait vraiment besoin après les épisodes de l'été. On avait vraiment besoin de redorer l'image.
Et ce match, pour moi, il a été quand même très important dans l'adhésion au public, dans la façon dont tous les médias ont couvert, même dans le monde entier, ont salué la capacité de la Fédé à scénariser ce match, etc. Donc, pour moi, il y a ces 2 événements sur 2024 autour de l'équipe de France. Ouais. Quentin, est-ce que moi, écoute, je vais faire dans le classique. On en parle toujours, on souligne toujours à quel point il est dominant, mais sur l'année d'Antoine Dupont, finalement, champion olympique à 7, le doublé avec le Stade Toulousain, il est toujours plus grand, toujours plus fort. Il rayonne maintenant. Rien d'original, quoi. Ouais, non, mais il rayonne maintenant à l'international. Je veux dire, c'est la superstar du rugby mondial. Ça dépasse maintenant même le rugby quand tu le vois en photo avec LeBron James, quand tu le vois faire des entraînements avec des équipes de NFL. Voilà, c'est l'aura que ce garçon a pris et ce qu'il amène pour le rugby qui est impressionnant. Et cette année, il a encore monté d'un cran et on ne sait pas où ça va s'arrêter, quoi. Ouais. Allez, moi, si je retiens une image, c'est les larmes de Maxime Lucu, quand même, au Vélodrome, avec cette finale. Le Bordelais. Le Bordelais parle. Non, mais on va dire, on n'avait jamais vu une finale avec un tel écart. Et c'est vrai que ça avait été quand même une image assez marquante. Et notamment Hugo Mola qui vient le consoler. Voilà, ça faisait partie des images fortes de l'année. On va vous remercier, messieurs. Philippe, prêt pour le réveillon? Ouais, belle fête. Oui, prêt, très prêt. Je vous souhaite. Il doit être dans sa maison de campagne, Philippe. On l'a vu avec sa doudoune sans manche. Il doit être bien là. Est-ce que le top 14 refait les pulls moches de Noël cette année ou pas? Sur l'ouverture? Non, je crois pas. Tu avais eu le droit, toi, Yohan, ou pas? Non, j'ai eu la chance. En tout cas, s'il y a un concours de pull moche, je suis là. Ah, on t'a vu avec un pull Simpson magnifique. Ouais, tout à fait. Bon Noël à vous en tout cas, profitez bien des vôtres. C'était et puis ça, bien. Vous bien aussi, sûr, monsieur. le rugby ne s'arrête pas sur Sud Radio parce que ce week-end, samedi, il y a tout le monde qui sera sur le pont pour la 13e et dernière journée des matchs allés du top 14. Excellente soirée sur Sud Radio.